Bonjour tout le monde, juste avant de commencer l'épisode, pour une fois j'aimerais vous parler d'un roman. Et son auteur, vous le connaissez, il s'agit de Léon Delarue que j'avais reçu dans l'épisode 89 sur les universités. Et sous son nom de plume, Égilon Walter, il sort aujourd'hui, au moment où paraît cet épisode, son roman Le Troisième Millénaire, où vous allez être projeté dans une aventure du futur dans laquelle la société est revenue au Moyen-Âge. Le tome 1 est disponible alors d'abord en format numérique au prix exceptionnel de 99 centimes, mais aussi au format papier. C'est donc le cadeau, je trouve, idéal, avec en plus plein de surprises, dont un concours d'énigmes. Toutes les informations sont dans le lien dans la description de l'épisode, et j'espère que le livre vous plaira. Allez, l'épisode commence, bonne écoute! Le Moyen-Âge est à la mode et j'en suis très heureux parce que je crois que cette époque a été absolument décisive. Je t'ai dit qu'elle soutenait sa thèse le 28 ? Une thèse sur quoi ? Les chevaliers paysans l'ont mis au lac de Paladru. Au lac de Paladru ! Passion médiéviste, l'histoire médiévale vue par ceux qui l'étudient. Qu'est-ce que vous savez du Moyen-Âge ? Mais d'abord, qu'est-ce que le Moyen-Âge ? Vous pensez peut-être au château fort à Jeanne d'Arc et aux licornes des tapisseries, mais ce n'est pas que ça. En général, on dit que c'est une période de 1000 ans, c'est-à-dire de l'année 500 à l'année 1500. Mais, vous l'entendez dans ce podcast, il y a autant de définitions du Moyen-Âge que de médiévistes. Je m'appelle Fanny Cohen-Moreau et dans ce podcast, je reçois des jeunes médiévistes. C'est-à-dire des gens qui étudient le Moyen-Âge en master ou en thèse, pour qu'ils vous racontent leurs recherches passionnantes et qu'ils vous donnent envie de savoir plus sur cette belle période. Épisode 101, Vincent et le pape Martin V, c'est parti. Excuse-moi, mais il y a des gens que ça intéresse ? Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je ne suis pas dans les locaux habituels de Passion médiéviste. Et non, je suis à Grenoble, avec un public de folie. Ah non mais vraiment, c'est incroyable. Très fort. On enregistre au café de la Table Ronde à Grenoble. Et aujourd'hui, pour cet épisode, j'ai le plaisir de recevoir Vincent Allot. Bonjour Vincent. Bonjour Fanny. Alors, je te reçois parce que tu fais une thèse. Alors attention, sur le sujet... Une sortie de crise, la reconstruction du pouvoir pontifical sous Martin V, 1417-1431, sous la direction d'Hilara Tadei, donc à l'université de Grenoble, et tu es en 3e année. Tout à fait. Avec toi, nous allons parler de quelque chose que j'aborde finalement assez peu dans le podcast, le monde religieux. Mais en même temps, le contexte dont on va parler aujourd'hui, on en a déjà parlé plusieurs fois dans le podcast, notamment dans Super Jeux Royal et autres. Donc Vincent, tu vas nous parler donc de tes recherches sur le pape Martin V. Alors peut-être que pas beaucoup d'auditeurs, auditrices le connaissent. J'avoue, je le connaissais pas du tout avant qu'on prépare cet épisode. Et pourtant, c'est lui qui a mis fin au grand schisme d'Occident. C'est pour vous dire comme il pèse. Donc tu vas nous raconter un petit peu tout ça. Alors déjà, première question qui est rituelle dans Passion médiéviste. Pourquoi est-ce que tu as voulu travailler sur ce sujet ? Alors j'ai été très tôt intéressé par l'Italie médiévale, en particulier par Rome, où je suis allé un certain nombre de fois en tant que touriste et où je suis beaucoup plus retourné depuis en tant évidemment qu'apprenti historien. Donc ça, c'était la première raison. La deuxième raison, c'était que je voulais travailler sur un sujet qui serait un peu d'histoire totale, c'est-à-dire qui me permettrait de faire de l'histoire politique, diplomatique, économique, sociale, culturelle, vraiment un petit peu tout, parce que beaucoup de choses m'intéressaient et m'intéressent. C'est comme ça que, en première année de master, je me suis retrouvé à travailler sur un registre comptable produit par la Chambre apostolique, c'est-à-dire le ministère des Finances de la papauté, produit donc sous le pontificat de Martin V et qui couvrait les années 1418-1421. Dans cette série des archives d'État, c'est vraiment le seul qu'on ait gardé pour Martin V, mais en même temps, il est super intéressant parce qu'il couvre le tout début du pontificat où beaucoup de choses se jouent. Ma question à l'époque, c'était quelles sont les priorités niveau dépenses de la papauté ? C'est-à-dire, est-ce que... On revient toujours plutôt, à la thune. Toujours la thune, oui, ça c'est clair, on va en reparler parce que c'est quand même une de ses grandes préoccupations. Donc, est-ce que c'était des dépenses plutôt militaires ? En l'occurrence, oui, énormément. Est-ce que c'est des dépenses... la guerre, mais... Et oui, les papes font la guerre et ils la font sacrément, et lui en particulier. Et donc, voilà, est-ce que c'était des dépenses militaires, administratives et ainsi de suite ? Et quelles étaient donc les dépenses prioritaires au sortir justement de la crise du grand schisme ?
Ça m'a beaucoup intéressé. J'ai élargi en Master 2 sur les registres d'Eugène IV, son successeur, entre 1431 et 1447. Lui, on a de la chance, on a tout. On a les 4 registres, donc c'est formidable. Mais derrière, ça m'a tellement intéressé que je me suis dit, mais finalement, pourquoi est-ce que je continuerais pas ça en thèse, mais avec une perspective un peu plus globale, c'est-à-dire les revenus de la papauté, le fric, oui, le pèse, bien sûr, évidemment. Mais est-ce que, finalement, on ne pourrait pas étudier cette sortie de crise de manière plus globale, pour ainsi dire, avec la reconstruction du personnel curial, avec la réinstallation définitive à Rome, et oui, ça, c'est aussi ça, Martin V. Et donc, c'est pour ça que, en thèse, le sujet de master est devenu, pour ainsi dire, un sujet de thèse. Je dois insister là-dessus, ça a été permis aussi très largement par Madame Hilaria Tadei, qui est professeure d'histoire médiévale à l'Université Grenoble-Alpes, qui a accepté de traiter ce sujet sous cet angle-là avec moi, donc sous cet angle très global, et qui a quand même relu auparavant tout mon mémoire de Master 2, ce qui faisait pas loin de 500 pages. Elle a tout relu. T'as fait 500 pages pour un mémoire de Master 2 ? Oui, 500 pages au total. Oui, enfin 500 pages avec les annexes, avec la bibliographie. Donc ta thèse va en faire mais... 3000 en fait, c'est ça ? Non, je vais essayer de limiter parce que, pour le moment, je suis à 400 à peu près, mais je vais essayer de limiter un petit peu parce qu'il y a beaucoup d'aspects. Mais Au bout de 3 années de thèse, t'es déjà à 400 pages de... il va falloir en réécrire certaines parce que... Enfin bon, bref, je vais pas rentrer dans Vous avez 4 heures devant vous ou... Mais bon, on le dira jamais assez, en thèse, il faut travailler vraiment avec quelqu'un qui nous fait pleinement confiance et c'est vraiment son cas et voilà. C'est pas le cas pour tout le monde, donc vraiment, effectivement, on peut la remercier. Alors, on va parler en détail de la vie de Martin V, mais déjà, avant de raconter son parcours et tout ça, on va planter le décor, parce que c'est important, dans Passion médiéviste, on plante le décor, on met le contexte. Alors, on est à quelle période et on est à quelle zone géographique ? Alors la période, c'est la fin du Moyen-Âge, début du XVe siècle. On est dans une période qu'on appelle traditionnellement, alors soit la fin du Moyen-Âge, soit la Renaissance. Et c'est ça qui est vachement intéressant, c'est qu'en fait on est dans une espèce d'entre-deux. Martin V souvent est considéré comme soit le dernier pape médiéval, soit le premier pape renaissant. En fait, il est sans doute un petit peu l'un, un petit peu l'autre. Parce que la Renaissance, elle a des chronologies extrêmement variées en Occident. Je rappelle qu'on a déjà dit dans le podcast que la Renaissance n'a jamais existé. Ouais. Avec Peter Morel, on a dit ça dans l'épisode sur les condottières. Bref, on y reviendra. Mais alors, bon. pas existé, oui, je ne sais pas si elle n'a pas existé, mais ce qui est certain, c'est qu'il y a des endroits où elle commence très très tôt. En Italie, pour ce qui nous concerne, ça commence dès les années 1380. C'est Elisabeth Crouzet-Pavant qui propose ça, une très très grande historienne. Donc on est dans ce cadre-là, et pour le cadre géographique, on est dans une Italie qui est encore très morcelée géographiquement. Elle est restée très longtemps, jusqu'en 1870. Et là, on a vraiment beaucoup d'États différents. Certains sont réduits à la taille d'une simple cité et de la campagne autour. C'est un peu comme les cités dans la Grèce antique, hein. C'est un peu le même principe. Et en plus, c'est tellement le même principe qu'elles se font tout le temps la guerre. En tout cas, très régulièrement. Par exemple, Florence et Sienne, c'est la bagarre permanente. On a plusieurs États qui, à cette époque-là, sont en train de s'affirmer peu à peu. Des grands États qu'on va retrouver en 1454 avec la paix de Lodi. Grosso modo, on en a 5. Au nord, le duché de Milan, avec les Visconti à cette époque-là. Très ambitieux, ils mènent une politique de conquête qui a tendance à inquiéter un peu leurs voisins de l'Est et du Sud. Tu m'étonnes. À l'Est, le concurrent direct, Venise, la cité des Doges, qui en ce début de XVe siècle est en train de se tourner beaucoup plus résolument vers les Balkans, qui s'étend aussi en terre ferme, la fameuse terra ferma, vous rencontrerez peut-être l'expression à un moment donné, c'est aussi une puissance maritime, mais c'est aussi une puissance terrestre, la Venise de l'époque. Et donc forcément, elle ne voit pas d'un bon œil les visées expansionnistes des Visconti. La République de Florence, un peu plus au sud, qui est en train de basculer progressivement vers un régime beaucoup plus seigneurial, beaucoup plus... Voilà, avec une famille dont vous avez forcément entendu parler, les Médicis. Oui. Là aussi. C'est Catou. Non, j'adore Catherine de Médicis et je l'appelle Catou depuis mes études. Bref, vas-y, continue. D'ailleurs, ils sont encore marchands banquiers à cette époque-là, mais ils vont bientôt prendre le pouvoir, ils vont sauter le pas. Hein. C'est toujours pareil. On commence par le CAC 40, on finit à l'Élysée. C'est bon, Bon, voilà, allez. Ensuite, le cinquième État, le plus au sud, c'est le royaume de Naples, qui est sous suzeraineté pontificale. C'est pour ça que Martin V s'occupe beaucoup des affaires de Naples. Vous allez me dire, c'est pas ses oignons. Bah si, c'est ses oignons. C'est clairement, il en est suzerain. Et puis, bien sûr, au centre de l'Italie, les États pontificaux. Les États pontificaux, aujourd'hui, le Vatican, ça fait 44 hectares. C'est un des États les plus petits du monde. À l'époque, ça occupe toute l'Italie centrale, depuis Bologne au nord, jusqu'à la mer Adriatique à l'est, Ancône, tout ça, et pratiquement jusqu'à Naples au sud. Donc, le pape, c'est quand même un monarque, un seigneur comme les autres, avec un État qu'il gouverne, qu'il administre. Je crois que j'avais jamais aussi bien compris le contexte italien que maintenant. Merci Mais beaucoup. là, tu viens de super bien le résumer.
Donc oui, tu nous as dit qu'effectivement, tous ces États se font un petit peu la guerre tout le temps et tout. Là, c'est bien, t'as répondu à 4 questions en une, bravo, c'est incroyable. Et est-ce que là, on est en guerre avec la... une liste supplémentaire? Non, c'est bon. Et juste par rapport au contexte un petit peu aussi international, je te fais des questions compliquées, tiens, là tu fais le malin. On en est comment par rapport à la France et tout ça? Est-ce que là, on est dans le contexte des guerres d'Italie ou pas encore? Non, pas encore. Non, pas encore, pas c'est encore. ça. Ça, c'est fin 15e. Donc là, on est comment? On est comment par rapport à l'international? On est en pleine guerre de 100 ans. En l'occurrence, au moment où Martin V est élu, les Français viennent tout juste de prendre une dégelée mémorable à Azincourt. 2 ans auparavant, 1415, la fine fleur de la chevalerie française nettoyée. Donc à ce moment-là, dans ce véritable crunch médiéval, on a la France qui est en position de grande faiblesse et l'Angleterre qui est en position de force, clairement. Le roi Henri V, clairement, il vise la couronne de France. Ça, c'est évident. Ça va se traduire par la double monarchie à partir de 1420, mais là, on s'avance un tout petit peu. Et il a besoin d'un pape, justement, pour légitimer ce nouvel état des choses, ce nouvel ordre politique. Donc, il fait partie notamment des monarques qui vont presser un peu, pousser pour que l'élection se fasse rapidement. Donc là, on est, de ce point de vue-là, dans une phase assez critique de la guerre de 100 ans. Je mentionne également, puisqu'on est à une époque de crise au pluriel, les retours réguliers de peste noire. La peste noire, on la connaît surtout au milieu du XIVe, 1348-1352. Pour vous donner une petite idée, comme je le dis toujours à mes étudiants, 1/3 d'entre vous disparaît. Vous êtes à peu près 30 dans cette salle, 1/3 d'entre vous rayez de la carte. La bonne ambiance, quoi. Ah ouais, non mais carrément. Et non seulement ça, mais en plus elle revient régulièrement jusqu'au début du XVe. Martin V y est confronté parce qu'un concile se déroule à Pavie en 1423. Un concile assez délicat où Martin V, de toute façon, ne pointera pas le bout de son nez parce que c'est assez dangereux. Et il doit être déplacé de Pavie à Sienne, justement parce que la peste éclate à Pavie. Voilà. Bon, maintenant qu'on a effectivement bien le contexte en tête, parlons de Martin V. Alors, avant d'être un pape, il s'est appelé de son petit nom Oddone Colonna, c'est ça, je l'ai bien dit ou pas du tout? Oddone Colonna. Et comme tout le monde, Oddone Colonna a été un petit garçon en adolescent. Alors raconte-nous, Vincent, dans quelle famille est-ce qu'il naît, dans quel contexte? Alors, Martin V, c'est un Colonna, on l'a dit. Il est né dans l'une des plus puissantes... Un rapport avec Ivan Colonna ou pas du tout? Non, pas du tout. Quoique les méthodes sont parfois... Il est né donc dans une des plus puissantes familles aristocratiques romaines. Un historien, grand spécialiste de la période, qui s'appelle Jean-Claude Mervigueur, appelle ces familles les familles baroniales. Pourquoi? Parce que c'est des familles de barons qui sont extrêmement puissantes. C'est la crème de la crème, littéralement. Ces familles, des grands noms, Colonna, Orsini, Savelli, Frangipani, etc., etc. Colonna Orsini, à l'époque, c'est l'AS Roma versus la Lazio. Mais en plus sanglant. Tu fais des blagues de foot, mais... Oui, je peux t'en faire de rugby aussi. Déjà, t'as parlé du crunch. Bref. Ouais. Mais en tout cas, Martin V est issu d'une de ces familles-là. Une famille qui est très implantée depuis un bon moment dans les États pontificaux, depuis les 13e, 14e, assez solidement, en particulier dans le Latium, la région de Rome actuelle, et ils sont aussi très implantés à Rome. Pour vous donner une idée, les Colonna, ils ont une clientèle de 80 familles à Rome. Ça veut dire que c'est un peu comme leurs vassaux, en quelque sorte? C'est un peu leurs vassaux, c'est leurs clients, c'est leur sphère d'influence, voilà, il y a différents niveaux, on va dire. Alors justement, tu me tends une perche. Martin V est né à Genazzano. La famille Colonna elle-même a plusieurs branches. L'une de ces branches est celle de Genazzano. C'est une charmante petite ville du Latium aujourd'hui, écrasée de soleil, où on peut toujours visiter le palais pontifical, qui est un peu en position supérieure, parce que quand même, c'est un peu un palais forteresse, il faut voir arriver l'ennemi de loin, quoi. Ou en Italie, ils aiment bien faire ça, faire des trucs très hauts pour qu'on les voit. Ah, carrément, mais il y a plein de restes de forteresses construites à cette époque-là qui existent encore de nos jours. C'est assez spectaculaire. Et donc, ça explique que lorsqu'il arrive au pouvoir, on rencontre dans nos sources différents personnages. Tiens, lui aussi est né à Genazzano. Je résiste pas à vous en citer un, qui est vraiment son âme damnée. Et le plus drôle, c'est qu'il s'appelle Varys. Comme Lord Varys, comme le maître des chuchoteurs. Dans la série Game of Thrones. Sauf que ça s'écrit V-A-2-R-I-S, Odopochiavari de son vrai nom. À la base, c'est ce qu'on appelle un chambrier ou un cubiculaire, c'est-à-dire quelqu'un qui occupe des fonctions, un cubiculaire. Alors, tu trouves cubicularius dans les sources latines, ça peut s'appeler un chambrier, parfois on trouve chambellan. Bon, chambrier, on va dire. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui s'occupe de la chambre du pape, donc il a des fonctions domestiques et c'est un très très proche. Donc il y a intérêt à placer quelqu'un en qui on a confiance. Il ne va pas mettre à Orsini. Donc il met quelqu'un qui est né à Genazzano, comme lui, et qui a des fonctions qui dépassent très largement ça. C'est-à-dire qu'il est très présent dans la documentation.
Tout l'argent, par exemple, qui sert à la réfection des palais pontificaux, c'est par lui que ça passe. Et c'est par centaines de florins, à chaque fois. Et par ailleurs, ça ne l'empêche pas de poursuivre une carrière dans l'administration pontificale et d'arriver aux plus hauts échelons. En 1426, il arrive trésorier. Trésorier pontifical, c'est le 2e par ordre d'importance à la tête de la chambre apostolique, donc à la tête des finances de la papauté. D'accord, attends. Revenons à Martin, là. Tu me l'as perdu. Donc là, il grandit, donc on a compris, famille très importante et tout ça. Qu'est-ce qu'on sait de son éducation ? Éducation assez classique pour un ecclésiastique. En 1391, la première notification qu'on trouve, c'est dans un document, le titre, on va dire, de magister, c'est-à-dire de maître. Maître, pourquoi ? Parce qu'il a eu son diplôme de la faculté des arts. Au Moyen-Âge, c'est pas compliqué, il y a un tronc commun. Tous les étudiants, ils passent par la faculté des arts, à la base, de toute façon. Après, spécialisation. Les auditeurs le savent, ils ont écouté l'épisode sur l'université au Moyen-Âge. C'est marrant parce qu'il y a vraiment des ressemblances par rapport à aujourd'hui et d'autres choses qui sont assez différentes. Mais enfin, parmi les spécialités d'ailleurs, on trouve des choses qu'on a encore aujourd'hui. Le droit, la médecine, en revanche, un truc qu'on n'a plus vraiment aujourd'hui, la théologie. Ah. La théologie, on l'a plus vraiment dans la plupart des universités. Alors Martin V ne choisit pas la théologie, il choisit le droit canon, c'est-à-dire le droit de l'Église. On sait qu'il va commencer sa carrière avec les papes romains, et on sait qu'il fréquente Pérouse, l'université de Pérouse, très probablement. Pourquoi ? Parce que c'est l'université la plus appropriée à l'époque, pour ça la plus spécialisée. Beaucoup de jeunes Romains qui s'orientent vers cette carrière vont à Pérouse ou à Sienne. Donc c'est du classique, vraiment. Et alors, quel a été, du coup, une fois qu'il avait fait un petit peu sur ses études et tout ça, son parcours jusqu'au moment où il a été pape ? Alors vraiment, ne nous déflore pas un peu le moment où il est pape, mais raconte-nous son parcours jusqu'à ce moment-là. Il y a 4 points à retenir là-dessus. Le premier point, c'est qu'il commence sa carrière avec les papes de l'obédience romaine. Le grand schisme, on a C'est-à-dire ? Ah oui, parce que tu nous as pas dit ça comme contexte, hein ? Ah oui, c'est vrai, j'ai pas... Alors, c'est ma faute parce que c'est moi qui fais l'interview, mais est-ce que, tiens, fais-nous un point schisme, s'il te plaît. Un point schisme, alors. C'est parti pour 20 minutes. Je vais essayer de faire un peu moins, je vais essayer d'ôter le zéro, de faire ça en 2 minutes, tu vois, mais bon, voilà. Alors, le grand schisme, 1378. Une élection a lieu à Rome. Un pape est élu, Urbain VI. Sous pression de la population romaine. Les Romains en ont absolument ras le cul. Ça fait plus d'1 siècle que les papes sont à Avignon. Ils veulent récupérer la papauté. Donc, ils font pression. Un pape est élu. Il est italien, très bien. Sauf que c'est un brutal. Il est réformateur, mais il se conduit très mal vis-à-vis des cardinaux. Résultat, au bout de quelques mois, une bonne partie du Sacré Collège s'en va à Fondi dans le Latium et élit un 2e pape qui prend le nom de Clément VII. Ça y est, le grand schisme a commencé, c'est parti pour 40 ans les amis. Donc on va traverser différentes phases parce que plusieurs solutions sont expérimentées pour sortir de ça. La première, c'est la voie de fait, c'est-à-dire la guerre, ça marche pas. Ensuite, la voie de cession, c'est-à-dire qu'on essaie de faire démissionner conjointement les papes romains et Avignon. Évidemment, ça marche pas, aucun des deux ne veut partir. Puis la soustraction d'obédience. Cette fois-ci, c'est pas les papes qui s'en vont, c'est ceux qui leur obéissent. C'est-à-dire, ah bah toi le pape, on ne t'obéit plus. On en a ras-le-bol, tu veux pas mettre fin au schisme, eh bien on te quitte. Ça marche pas non plus, parce que le pape reste quand même une figure indispensable dans la chrétienté de l'époque, il faut bien le savoir. C'est pas facile de se passer de pape, hein. C'est vraiment pas facile. Et donc, on expérimente finalement, au début du XVe siècle, la voie du concile. Un basculement s'est produit à la fin du XIVe siècle. On veut faire triompher le pape qu'on croit légitime. Au début du XVe siècle, on veut surtout faire triompher l'union parce que ce schisme, en plus à une époque de crise et de guerre, est vraiment insupportable. Du coup, 2 conciles sont réunis successivement. Un premier à Pise en 1409, où on élit un 3e pape qui doit mettre les 2 autres d'accord. Je pense que vous voyez venir ce qui va se passer. 2 papes, 3 papes. Au point on en est un de plus, un de moins, franchement. Donc voilà, 3e lignée, celle des papes dits pisans, puisqu'on est à Pise. Du coup, 2e concile réuni en 1414 à Constance, en terre d'Empire. Un 4e pape ? Non, pas de 4e pape cette fois-ci. Et non. Il faut une partie de pétanque à la fin, en fait, tout ça. Bah, la partie de pétanque, elle va avoir lieu sous le pontificat de Martin V, justement. Mais en tout cas, cette fois-ci, ça fonctionne. Un pape unique et élu, Martin V. Ah, et alors, je renvoie aussi vers l'épisode que j'avais fait sur le Palais des Papes à Avignon. On avait un petit peu parlé de ça. Et je crois qu'on en avait parlé aussi dans l'épisode sur les Albigeois. Enfin, je sais plus. Ok. Donc là, on a eu tout le contexte. Martin V, donc raconte-nous comment est-ce qu'il arrive à ce qu'on le choisisse comme pape. Ah, il a eu un beau parcours, j'imagine. Il a un beau parcours. Alors, d'abord, il commence au service des papes romains, au début de sa carrière ecclésiastique et sa carrière curiale.
Il commence avec l'office de protonotaire, puis il devient auditeur de Roth. Alors, auditeur de Roth, c'est quoi? C'est l'auditeur d'un tribunal qui est chargé de trancher les litiges en matière de bénéfices ecclésiastiques. Il a bien fait ses études en droit, en fait. Là, Il a bien fait ses études en droit parce qu'à l'époque, il y a tellement de bénéfices ecclésiastiques qui sont disputés entre les candidats romains, les candidats avignonnais, les candidats pisans, qu'il y a de quoi faire, il y a du taf, et il s'est forgé une solide expérience là-dessus. On revient à la thune. Voilà. Aussi. En l'occurrence, pas que la thune, parce qu'il se fait une expérience financière. Il devient vicaire, à un moment donné, vicaire de Pérouse, Terni, Orvieto, donc il gère un territoire, une province d'État pontifical. Mais en plus, il se voit confier aussi des missions diplomatiques, en particulier à partir du moment où il devient cardinal en 1405. Donc, on va dire qu'il s'exerce dans différents domaines gouvernementaux. Et il monte en grade à chaque fois. Et il monte un peu en grade à chaque fois, sauf que, évidemment, en 1409, avec le concile de Pise, il doit faire un choix, comme tous les curialistes de l'époque. Quel pape on va soutenir? Et Martin V, et ça c'est un point, enfin, Odoné Colonna, il n'est pas encore Martin V, Odoné fait un choix très fort, qui a peut-être pesé, enfin à mon avis, qui a fortement pesé dans son élection. Il choisit de se ranger aux côtés des cardinaux unionistes, c'est-à-dire de ceux qui vont élire un troisième pape. Il lâche purement et simplement le pape romain de l'époque, Grégoire XII, ce qui lui vaut une gentille petite excommunication, bien polie, mais bien ferme Qui aussi. n'a jamais été excommunié, je veux dire. Voilà, bon, ça ne va pas l'entraver dans sa carrière, mais c'est un choix très fort. Après, il n'en reste pas moins prudent. Ça, c'est le dernier point, et c'est quelque chose qui a dû jouer aussi, c'est-à-dire que au Concile de Constance, un procès est ouvert contre le pape pisan de l'époque, qui s'appelle Jean XXIII. Rien à voir avec le Jean XXIII de Vatican II. C'est un autre Jean XXIII qui n'est pas reconnu aujourd'hui par l'Église romaine, car considéré comme antipape. C'est comme l'antéchrist? Je sais pas si c'est non, comme... laisse tomber, j'ai dit Non, Alors, il y a presque un rapport dans le sens où il est un peu accusé d'être l'antéchrist. Jean Qu'est-ce 23. que t'es fort, qu'est-ce que t'es Toutes les accusations pleuvent sur lui, mais littéralement. La simonie, la luxure, etc., tout y passe. Bon, c'est un procès très humiliant. Jean XXIII sent que la situation lui échappe. Il décide de quitter Constance, de partir et d'entraîner la curée avec lui s'il le peut. Ça ne marche pas. Odoné, dans un premier temps, qu'est-ce qu'il fait? Il le suit, parce qu'il l'a quand même soutenu, mais il se rend compte que la position de Jean XXIII, elle est indéfendable, tout simplement, et donc il décide de rentrer à Constance. J'allais dire courageux, mais pas téméraire. C'est surtout qu'en fait, il se montre très prudent, très prompt au compromis. C'est pas un excessif, Martin V, sauf sur un ou deux sujets dont, à mon avis, on va reparler à un moment donné, mais c'est quelqu'un qui est assez prompt à la négociation, et donc voilà, ça va l'aider aussi dans son élection. Ça a dû jouer. Alors, comment est-ce qu'il est choisi pape? On y arrive enfin. L'élection a lieu en novembre 1417, elle commence le 8 novembre. Bon, il y a 3 choses à savoir là-dessus. La première, c'est que c'est vraiment une élection totalement unique, la seule du genre dans l'histoire de l'Église. C'est-à-dire que, normalement, l'élection des papes est réservée, vous le savez tous, aux cardinaux. Eh oui, ça date de 1059. Un décret qui a été pris par Nicolas II. Rien à voir avec le tsar, le pape Nicolas II. Or, les cardinaux, vous l'avez vu, ils ont été accusés justement d'avoir déclenché le schisme, puisque c'est eux qui ont élu le pape concurrent. Donc, on se dit à cette époque-là, l'élection réservée aux cardinaux, c'est terminé, c'est plus possible, ils ne sont pas légitimes. Donc, ils vont quand même participer, mais on leur adjoint un collège électoral de représentants des nations. Des nations? Des nations. C'est-à-dire qu'à cette époque-là, on a des sentiments nationaux qui émergent, et ces sentiments nationaux vont s'exprimer avec la constitution de nations au concile, nations anglaises, françaises, germaniques, espagnoles, italiennes. Oh, je ne savais pas que le concept de nation comme ça était déjà si présent à cette époque-là. Alors il l'est déjà, oui, il commence à s'affirmer et les intérêts s'expriment au sein de chaque nation, mais ce qui fait aussi que le concile a du mal à parler d'une seule voix. C'est ça aussi le souci. Et est-ce que c'est comme l'Eurovision, c'est-à-dire qu'il y a les points du jury et les points du public ? Ou est-ce que du coup leurs points s'additionnent ? Je sais pas, disons surtout qu'ils se tapent dessus en permanence. C'est surtout ça le problème. C'est presque comme l'Eurovision du coup. C'est assez rock, oui. Mais en tout cas... Donc c'est le premier point, c'est qu'on a du coup c'est le premier point. C'est le premier point. Et on a plus de représentants des nations que de cardinaux, on en a 30. 6 pour chaque nation. Deuxième point, il y a une certaine organisation matérielle derrière. Il faut imaginer quand même, le cortège de tous les électeurs, les 53 électeurs, qui se rend dans un grand bâtiment qui existe encore aujourd'hui si vous allez à Constance, au bord du lac de Constance, le Concilgebäude, c'est-à-dire le bâtiment du concile, et qui sont accueillis à la porte par le roi des Romains, qui n'est pas encore empereur, Sigismond, grand ordonnateur, grand organisateur, du concile de Constance. Il les accueille un par un,
Voilà, petite poignée de main, souviens-toi, tu dois participer à l'union de l'Église, souviens-toi, fais le bon vote, etc. etc. À l'intérieur, tout a été bien organisé, avec des chambres pour chaque électeur, avec les fenêtres murées. Alors ça, c'est moins sympa, mais c'est normal parce que... Ils ont peur de quoi? Des pigeons pas tellement des pigeons, plus de messages secrets qui entreraient, Par des pigeons? Ah, qui sait? Ou par la nourriture qui est peut-être à l'extérieur, qui est contrôlée. Hein. Pourquoi ils doivent jeûner, les pauvres? Il y a une élection pontificale qui s'est terminée au pain sec et à l'eau, hein. Oui. Ça, c'est vrai. Pas celle-là, mais ça a pu exister. C'est pour ça qu'on leur dit de se presser aussi un peu. Et donc ils sont dans cette... dans cette assemblée, absolument. Et, en huis clos, quoi. En huis clos, exactement. Et l'élection a lieu au début du mois de novembre. Alors, ce qui est assez frappant, c'est que Martin V, enfin, Oddone Colonna, n'est pas dès le départ l'homme providentiel. L'élection est assez incertaine. Pendant un bon moment, au premier tour, il y a déjà 3 cardinaux qui sont devant lui, dont un qui possède 12 voix, Amedeo di Saluzzo, bon, peu importe. Mais Oddone Colonna a un atout, c'est qu'il a plus de voix des nations. Donc ça apparaît comme plus légitime. Très vite, la nation anglaise, Henri V, toujours pareil, guerre de 100 ans, se rallie à lui, et la nation italienne également. Et je suis désolé de vous le dire, la dernière nation à se rallier à lui, c'est la nation française. On n'a pas été bon sur ce coup-là, mais franchement, c'est dommage, on est passé à côté de quelque chose, quoi. Bon. Mais voilà, les nations se rallient les unes après les autres, et alors c'est assez fou, parce que d'un seul coup, tout le monde semble se mettre d'accord sur lui. Il y a un ambassadeur aragonais, qui est un des électeurs, d'ailleurs, qui s'appelle Felipe de Melia, qui fait une super lettre où il explique absolument tout sur le déroulement du concile, et qui dit que, je cite, « Le temps de dire 2 fois le Notre Père, ça y est, c'est fait, tout le monde s'est mis d'accord sur Oddone Colonna. » Waouh! Donc au deuxième tour? Au deuxième ou au troisième tour, si je ne me trompe pas, j'ai un petit doute, mais en tout cas pas dès le premier tour, ça c'est certain. Pourquoi? On peut faire pas mal d'hypothèses, ça reste un mystère, mais en tout cas tout le monde dit que c'est très soudain. Donc c'est apparu un peu comme une évidence d'un seul coup. Alors. Donc là il est élu, est-ce qu'on sait genre s'il était content? Je veux dire, est-ce qu'on a des sources de... Alors il paraît qu'il aurait dit à ce moment-là, Dieu, tu as fait ça, je te rends grâce, mais bon, voilà, c'est un énorme fardeau qui me pèse sur les épaules, enfin quelque chose du genre, bon, quelque chose de relativement classique. En mais vrai, c'est classe. C'est assez classe et il apparaît comme acceptant sa charge. Et il a du travail, le pauvre, mon Dieu. Et pourquoi est-ce qu'il prend le nom de Martin V? C'est le jour de la Saint-Martin, 11 novembre. C'est la seule explication qu'on trouve partout. Et comme c'était le 5e, donc c'est Martin V. Quoi. Et en plus, c'est le dernier pape à s'être appelé Martin. Il n'y a jamais eu de Martin VI. Peut-être le successeur de François. Une idée, on lance comme ça. Je mets un billet dessus, franchement, je mets un billet dessus. Attends, il est encore jeune, François, il vient d'arriver, laisse-le un peu de temps. N'exagérons rien quand même. Enfin, bon, il y a eu pire. De toute façon, par exemple, Jean XXII, quand il est arrivé en 1316, Jean XXII, il était déjà très vieux. Tout le monde pensait qu'il allait disparaître d'ici peu, que ça allait être un pape de transition. Il les a tenus 18 ans quand même. Hein, donc, tu sais, on ne sait jamais. Hein. Et alors, en quoi son élection met fin au grand schisme d'Occident? Est-ce que c'est dès qu'il est élu ou il faut un petit peu de temps d'adaptation? Vous allez rire, il met pas fin en fait. Hein. Quoi? Mais c'est ce que tu m'as vendu. Bah oui, mais on arrête tout alors. J'ai en partie menti, je dois le dire. Mais c'est encore plus intéressant que ça en fait. Officiellement, oui, c'est terminé. C'est terminé. Tout le monde est content. Les sources sont unanimes là-dessus. Hein, et c'est tout à fait sincère. C'est-à-dire que les gens de l'époque sont vraiment... je veux dire, faut y penser. Hein. Ça, c'est quelque chose dans nos sociétés déchristianisées. Qu'est-ce que vous voulez? C'est très sécularisé. Mal, hein, c'est quand même quelque chose qu'on a du mal à imaginer. C'est des gens qui ont une foi très sincère, très ancrée. Et donc, ils sont très heureux qu'à un moment donné... il a été mis fin à la crise, il a été mis fin à la robe sans couture. La robe sans couture a été déchirée. C'est l'expression qu'on trouve à cette époque. Il y avait aussi le fait, on avait parlé de ça dans un épisode, c'était que les gens avaient peur parce que aussi ils disaient mais si on fait confiance à un pape, si ça se trouve on a fait confiance au mauvais et en mourant on va se retrouver en enfer et pas au paradis. Donc il y avait aussi cette peur. Et il y a la peur de la fin des temps. C'est pas des gens crédules, faut pas croire. C'est des gens qui croient vraiment à Dieu, qui croient vraiment aux forces du mal. Enfin, je vais arrêter, on se croit au début du film des Visiteurs, mais enfin bon. Mais oui, ils y croient sincèrement. C'est pas qu'un enjeu politique, il y a aussi un enjeu religieux pour les gens. Mais clairement. Dans les mentalités de l'époque, c'est vraiment ça. Et donc, en fait, ça n'y met pas fin parce qu'il reste encore 2 concurrents. Le premier, c'est Jean XXIII. Parce que Jean XXIII, mine de rien, oui, il a été déposé par le Concile de Constance, ok. Mais enfin, il vient se soumettre officiellement à Martin V et le reconnaître comme pape légitime en juillet 1419. Donc à peu près 2 ans après. Avant de mourir. C'est rapide, quoi, déjà. Avant de mourir opportunément en décembre. Alors là, je sais pas, moi je soupçonne quelque chose, mais enfin bon,
Et l'autre, du coup ? Alors l'autre, par contre, c'est beaucoup plus problématique parce qu'il a de vrais arguments pour se maintenir. C'est Benoît XIII, c'est le pape avignonnais. On a l'image du pape qui tient pendant des années sur son rocher de Péniscola, complètement borné, complètement isolé, tout seul. Alors c'est vrai qu'il n'a pas beaucoup de soutien, mais enfin il a quand même de son côté le roi d'Aragon, qui est un sacré opportuniste. Et c'est quelqu'un de brillant, Benoît XIII. C'est-à-dire que c'est un théologien, c'est quelqu'un qui a même mené une existence exemplaire, à tel point que certains l'ont considéré comme un saint dès son vivant. Donc c'est un concurrent sérieux. Et quand on voit la manière dont Martin V lui envoie une volée de bois vert dans chaque lettre, on se dit que oui, vraiment, c'est un concurrent encore redoutable. D'ailleurs, il tiendra jusqu'au bout, jusqu'à 1423 et sa mort. Mais attendez, c'est pas fini. Parce qu'en 1423, Benoît XIII meurt, mais le roi d'Aragon, qui n'a pas obtenu ce qu'il voulait de Martin V, fait élire un autre pape. Mais non. Et ouais, il continue, il prolonge, il se sert de cette arme, de cette possibilité de redéclencher le schisme. Tu m'as vraiment totalement menti, en fait. Hein. Non, mais je retiens pour la suite. Seulement. Se méfier des gens qui travaillent sur les papes. Je retiens ça. Ah, mais tu sais, les papes, c'est toujours de la grande politique. Tu sais bien, c'est comme dans Game of Thrones. Il faut dire une partie de la vérité, mais pas complètement. C'est bon. Les complots, tout ça. Juste pour vous dire, parce que ça, c'est quand même un point super important. Le nouveau pape Clément VIII, plus le roi d'Aragon, reconnaissent seulement Martin V en 1429, soit 2 ans avant la mort de Martin V. Donc vous voyez, la crise, c'est pas fini du jour au lendemain. Avant d'arriver à sa mort, une fois donc il est élu, bon, on a compris que il est censé avoir résolu le schisme. Finalement, non. Ok, tu m'as totalement trompé là-dessus. Mais au-delà du schisme, quels sont les enjeux de son début de pontificat ? Ouf, il y en a. Et il y en a un sacré paquet. On est déjà à 35 minutes de podcast. Ah, ok, bien. Alors, je vais essayer de résumer ça. Ça tombe bien, il y a 7 enjeux différents. Bon, je te préviens, je vais pas les faire un par seconde, hein, c'est pas possible. Parce que depuis tout à l'heure, tu listes des trucs et tu oublies de nous dire à chaque fois. Donc moi, je suis perdu à chaque fois que tu nous annonces une liste. Donc vas-y, continue. Pardon. Alors, le premier enjeu, évidemment, c'est de s'affirmer comme le seul pape légitime. Ça, on l'a dit. Deuxième enjeu, la reconstruction d'un personnel unique. Bah oui, 3 papes, 3 gouvernements. Donc, on ramène tout ce petit monde. Il y en a qui ont perdu du boulot, quoi. Il y en a qui l'ont perdu, mais pas tant que ça. Pas tant que ça. Il a fallu vraiment faire un mix d'absolument tout le monde. Troisième enjeu, ça y est, le pèse, on y revient, les finances. Les finances, des finances stables, parce que qui dit des finances stables dit une papauté stable également, et c'est ça le but. Évidemment, ces finances, comme elles ont été réduites du point de vue de l'argent des rentrées spirituelles par le Concile de Constance, et également par le schisme, il faut privilégier les revenus temporels, donc les revenus territoriaux. D'où enjeu numéro 4, la reconstruction des États pontificaux et surtout leur reconquête. Une reconquête indispensable, pourquoi ? Parce que des tas de condottières se sont servis sur la bête. Rappelle-nous ce que sont les condottières. Les condottières, c'est des grands chefs de guerre, mercenaires, qui travaillent tout simplement pour le plus offrant. À l'époque, il y en a énormément. C'est la naissance, par exemple, d'une dynastie qui va prendre plus tard le pouvoir à Milan, les Sforza. On en avait parlé dans un hors-série de Superjoute Royale, je vous renvoie vers ça. Et donc, je vous renvoie bien sûr vers l'épisode que j'avais fait avec Peter Morel sur les condottieri. Là, on avait aussi parlé d'histoire italienne, comment c'est compliqué. Et imaginez, ça a quand même de la gueule. Quand on parle de Superjoute Royale, sur le champ de bataille à l'époque, vous avez côté du pape Muzioaten dello Sforza et du côté du roi aragonais, qui est toujours dans les mauvais coups, Braccio da Montone, autrement dit, le plus grand condottiere du temps. Braccio Fortebracci, bras fort. Donc ils doivent reconquête des États pontificaux, tout à fait, indispensable, parce que le pape, s'il n'a pas d'État, il ne peut pas se réaffirmer sur la scène internationale, c'est pas possible. D'où enjeu numéro 5, reconstruire des relations diplomatiques avec tout le monde, y compris avec ceux qui ont soutenu les papes avignonnais, évidemment. Ce qui fait que le pape veut être le centre de la diplomatie occidentale. Pourquoi il veut être le centre de la diplomatie occidentale ? Parce que, point numéro 6, il veut reconstruire une papauté, le terme est galvaudé, mais enfin monarchique, centralisée au détriment notamment du pouvoir conciliaire qui s'est affirmé comme une alternative crédible. Au détriment aussi dans une certaine mesure des nations qu'il ne peut toutefois pas ignorer. Les différents pouvoirs séculiers, ils ont pris de la puissance et il ne peut pas revenir purement et simplement au pouvoir, entre guillemets, absolu qu'avait un Boniface VIII. Mais attends, aussi je veux bien qu'on s'arrête juste 2 secondes là-dessus, c'est te faire rappeler aussi la position du pape par rapport aux autres grands puissants d'Europe, c'est que c'était vraiment quelqu'un qui comptait, quand on voit aussi par exemple quand il y a des histoires de mariage et tout ça, c'est vraiment l'ultime recours à chaque fois, donc vraiment il avait une position, le pape, assez importante, et d'après ce que tu dis, je comprends que du coup, à cause de ce schisme, à cause de tous ces 45 000 papes là, il avait perdu cette position d'autorité, il avait un peu perdu ça ? Clairement.
Clairement, la papauté est ressortie très décrédibilisée parce que les papes qui refusent tous d'abdiquer au profit de l'unité, ça passe pas, quoi. Au départ, c'est le vicaire du Christ, ça vient de la réforme grégorienne au XIe siècle. Ça a été affirmé par des grands papes comme Boniface VIII, par exemple. Vous savez, celui qui a pris la baffe à Ananie, là. Par Guillaume de Nogaret, qui était un Nîmois. Apparemment, oui. Alors la baffe est légendaire, dit-on, mais enfin, il est quand même mort peu de temps après. Il est censé être l'autorité suprême, non seulement du point de vue spirituel, donc notamment, il convoque les conciles. Les conciles ne se réunissent pas sans lui, c'est lui qui les convoque. Il parle entre eux, hein, c'est une grande assemblée, mais c'est lui qui décide au bout. Alors qu'avec le concile de Constance, ce qui va changer, c'est que le concile se considère comme une entité à part, indépendante, qui se réunit toute seule et qui est supérieure au pape. Il y a même un décret pris là-dessus, le décret Ex Sancta, en 1415. Donc Martin V, il a du taf pour en fait remettre sa position. Il reste encore un point à évoquer ou pas là ? J'ai arrêté de compter. Oh, il doit... Il reste le dernier. Ah oui, le dernier, oui. Le 7e, merci beaucoup, oui. Et c'est pas le moindre, parce que c'est l'aboutissement de tout. Le pape, il peut pas ignorer non plus les pouvoirs séculiers. Pourquoi ? Parce qu'il en a besoin pour mener la réforme de l'Église. La réforme de l'Église, c'est un serpent de mer au Moyen-Âge. Ça existe depuis le départ. En permanence, l'Église veut se réformer. Sauf que là, l'enjeu est d'autant plus fort qu'on est à la sortie du schisme, et le schisme a posé beaucoup de problèmes, a posé beaucoup de questions du point de vue de la foi, du point de vue de la prédication, du point de vue de la participation des laïcs à la vie de l'Église, du point de vue de mouvements hérétiques qui se sont affirmés, enfin hérétiques aux yeux de la papauté. Donc, cette réforme que devait mener le concile, c'est le pape, maintenant, Martin V, qui va devoir la mener à bien. Essayez en tout cas. Et alors, on va pas avoir le temps d'évoquer toute sa vie, mais là, tous les points que tu nous as évoqués, ça se passe comment ? Est-ce qu'il y arrive ? Partiellement. Sur certains points, il y arrive. Disons que se réinstaller à Rome, c'est fait. Le 29 septembre 1420, il entre dedans. La ville a été évacuée par les troupes de Braccio da Montone puis de Sforza qui étaient au service de la reine de Naples. Bon, donc ça c'est bon. La reconstruction de la ville, il y parvient. Il pose les fondations, il n'a pas le temps de fignoler, quoique il y a un certain renouveau des arts, un vrai renouveau à son époque, renouveau de la peinture, renouveau de la broderie, renouveau de l'orfèvrerie. La reconquête des États pontificaux, il est réussi en grande partie, notamment parce qu'il bat Braccio da Montone en 1424. Et c'est lui qui mène les armées ? Non, c'est son frère. Son frère aîné, Giordano Colonna. Enfin, son frère et certains de ses neveux. Ancien neveu, sire. Enfin voilà. Mais en tout cas, c'est sa famille, oui, c'est la famille Colonna. Giordano Colonna, Antonio Colonna, Lodovico Colonna, etc. Et j'en passe. Là, pour le coup, effectivement, l'utilisation des proches, elle est très claire. 1424, donc tournant, parce que Braccio da Montone est évacué, on s'en est débarrassé, et toutes ces possessions retombent dans l'escarcelle de la papauté. Ça, c'est pour le côté réussite. Le côté réussite aussi, c'est les relations diplomatiques, globalement, il les entretient, oui, ça c'est vrai, il envoie des mecs un peu partout. Après, pour des succès très variables. La guerre de 100 ans, vous le savez, ça va durer jusqu'en 1453. Oui, bizarrement, on n'entend pas trop parler du pape pendant la guerre de 100 ans. C'est fou ça, on entend, oui. Pas vraiment, de toute façon. Il n'a pas un très très grand rôle. Il essaye surtout de faire la paix, parce qu'il leur dit, mais c'est une honte, vous êtes des chrétiens, vous vous battez entre eux. Alors que, premièrement, il faudrait relancer l'esprit de croisade, parce que dans les Balkans, il y a les Ottomans qui sont en train de se pointer, et ça commence à sentir le roussi. Et deuxièmement, il y a en Bohème, dans l'actuelle République tchèque, un mouvement considéré comme hérétique, qui a pris une dimension nationale en plus, à savoir le mouvement des Hussites. T'as eu Léon Delarue, d'ailleurs, dans un podcast qui t'a parlé des... C'était l'épisode sur les universités, on a parlé des Hussites. Et sur Leipzig, notamment, il travaille dessus. Je sais parce que j'étais en contact avec lui, c'est pour ça. mais c'est pour ça. Les Hussites, à ce moment-là, c'est vraiment une des grandes préoccupations. Bon, là, par contre, c'est un échec total, hein, complet. Il expédie 5 croisades contre eux, avec des légats différents à chaque fois. Les 5 aboutissent à des bides, mais totaux. Par exemple, on trouve un conte qui nous dit que le légat Branda Castiglione a reçu de l'argent parce qu'il a dû fuir à l'issue d'une défaite militaire. Ça fait pas bien, quoi. Oui, donc ça se passe pas hyper bien pour Martin V, en fait. Pas super bien, non, parce que les problèmes auxquels il est confronté sont très délicats, et c'est des problèmes de longue durée. Un pape ne peut pas vraiment résoudre ça. La réforme de l'Église, en fait, personne ne va résoudre vraiment le problème. Aujourd'hui encore, vous avez vu avec le pape François, on en parle. Réforme de l'Église, réforme de la curie, c'est jamais complètement fini. À l'époque moderne, à l'époque de la réforme protestante justement, vous avez une expression qui commence à surgir, l'Église doit toujours être réformée. Et ça pourrait être une espèce de mantra de l'Église depuis ses débuts. Oui, c'est qu'il y a un petit souci à la base du coup. Non, je sais pas, bref. Puis les réformes, bref. Alors, parmi tout ce qu'il a fait, j'ai vu qu'il est notamment connu pour avoir protégé les Juifs de Vienne en 1420. Alors pourquoi eux et concrètement comment ? Alors on n'a pas beaucoup de traces de cet épisode-là dans les sources, mais en effet, il les protège. Les Juifs de Vienne sont accusés avoir partie liée avec les Hussites. On retombe tout le temps sur la question hussite, plus ou moins. Donc ça, évidemment,
il veut leur taper dessus. Enfin, il veut leur taper dessus. C'est surtout le duc d'Autriche qui veut leur taper dessus, parce qu'en plus, il leur doit de l'argent. Donc, ça l'arrangerait. Le cocktail est explosif. Le 23 mai 1420, ça explose. Un certain nombre de juifs sont exilés, d'autres sont convertis de force, et ça, Martin V n'aime pas du tout. Et il dit, si ça continue comme ça, j'excommunie, à tour de bras. Bon, un peu en vain, mais cet épisode, effectivement, a donné souvent l'image de Martin V, enfin du pontificat de Martin V, comme une espèce de havre de tolérance dans un océan d'intolérance au Moyen-Âge. C'est en partie vrai et c'est en partie faux. C'est-à-dire qu'au début du pontificat, ça c'est ce que j'observe dans les sources, Martin V a besoin d'eux. Il est pragmatique, Martin V, et il a bien compris. Pourquoi un pape aurait besoin des juifs de Vienne ? Alors, pas des juifs de Vienne, des juifs en général, et surtout des juifs d'Avignon. Parce que les juifs d'Avignon prêtent de l'argent à la papauté. On revient à la thune. Non mais Forcément. en fait, faut pas chercher, hein, c'est toujours la thune. Mais ouais, mais ils font le prêt à usure. Il n'y a pas que ça, mais ils font du prêt à usure. C'est la seule activité qu'ils peuvent faire en fait. Donc il a besoin d'eux. Donc du coup on a le camérier François de Conzié qui transmet à la papauté, c'est un Français du Midi, qui transmet à la papauté l'argent qu'il a perçu des Juifs d'Avignon. Donc au début du pontificat, Martin V prend soin d'eux globalement. Il y a peut-être une part de sincérité dedans, hein. Ça, les sources ne le disent pas. On y croit vachement. Les sources elles ne nous renseignent pas là-dessus. En particulier les contes, ils sont vachement laconiques là-dessus. Il y a une bulle tout de même, la bulle Sicut Iudeis en 1419. Tu peux rappeler ce que c'est une bulle ? Une bulle, c'est une lettre émise par la papauté qui a une visée générale. Elle est adressée vraiment à toute la chrétienté. Vous avez toujours la formule au début à tous les évêques, archevêques, machin, et ça dure des lignes et des lignes. Voilà, mais... Donc il y a une bulle où il parlait de ça. Effectivement, où il essaie de protéger les juifs en général. Mais au fur et à mesure du pontificat, on s'aperçoit que les mesures se durcissent un peu. Par exemple, en 1423, il s'adresse à l'archevêque de Tarragone et il lui dit, il y a certaines communautés de juifs en péninsule ibérique qui ont des privilèges, faudrait les leur casser, les privilèges. Donc, disons que c'est un homme de son temps. La tolérance est exercée par moments, mais vis-à-vis de certaines communautés, et surtout au début du pontificat. Donc il faut remettre ça un peu en question. On va devoir arriver à la fin, mais parce qu'il y aurait beaucoup de choses à dire sur Martin V, mais j'invite les auditeurs et auditrices à aller voir plus. Mais comment se finit son pontificat ? Bon, tu as dit à un moment, il est mort, hein, forcément. Comment est-ce qu'il meurt ? D'apoplexie. Crise d'apoplexie, 20 février 1431. Visiblement, il est malade un peu avant. J'ai 2-3 documents qui tendent à montrer que il demande des médicaments à droite à gauche. Il est un peu malade. En même temps, c'est le stress. Enfin, je veux dire, c'est pas un boulot reposant. Lui, en plus, il a dû en avoir pour un certain nombre. Hein. Il a eu sa dose. Tout un symbole, il est enterré au Latran. Et si vous voulez aller voir la tombe de Martin V, elle existe. Non seulement elle existe, mais elle est à Saint-Jean-de-Latran, c'est-à-dire l'église, tout simplement, de l'évêque de Rome. C'est pas Saint-Pierre, hein. C'est Saint-Jean-de-Latran à l'époque, la première église de Rome. Il s'y fait enterrer avec une magnifique dalle de bronze, qui est postérieure, date des années 1440, mais enfin. Encore aujourd'hui, beaucoup d'Italiens qui viennent dans l'église jettent des monnaies dessus, en signe de bonne fortune, la tradition s'est perpétuée. Et c'est tout un symbole parce que la commande de la tombe, de la dalle de bronze, a été faite très probablement par un sien neveu, encore une fois, Prospero Colonna, fait cardinal à 16 ans. Quoi ? Oui, cardinal à 16 ans, on 1426. On peut être cardinal à 16 ans ? Eh oui, on peut l'être à 16 ans. Quand ton oncle est pape, c'est sûr, ça aide, quoi. Ça aide, mais il n'est pas le premier, les papes d'Avignon, aucune leçon à recevoir de ce point de vue-là, franchement. 16 ans, quand même. C'est pour ça que la nomination était secrète. Le Martin V se distingue, là aussi, il est le premier en faisant des nominations... Comment on peut élire secrètement un cardinal ? C'est-à-dire qu'on le fait en consistoire secret, mais on ne publie pas. La nomination sera publiée un peu plus tard. Donc il est cardinal, mais officieusement. Il le sera officiellement après. Voilà. Bon, alors, et qui succède à Martin V ? Eugène IV, un Vénitien. Donc vous voyez les équilibres géopolitiques de l'époque, un Romain puis un Vénitien. Si tu devais dire en quelques phrases, quel héritage, du coup, matériel et immatériel a laissé Martin V ? Héritage matériel principal, la reconstruction de la ville de Rome. Il reconstruit beaucoup de forteresses comme le château Saint-Ange, de ponts, d'églises, ça c'est très visible. Il fait faire pas mal de travaux à Saint-Jean-de-Latran par exemple en 1425. Héritage matériel également, le renouveau des arts. Il a commandé des fresques notamment pour Saint-Jean-de-Latran aussi, qui ne sont plus visibles aujourd'hui. L'époque baroque est passée par là et les a effacées, hélas, comme beaucoup de la Rome médiévale. Héritage immatériel, d'abord la réaffirmation idéologique de la personne du pape. Ensuite, l'humanisme que Martin V soutient. On a l'impression que c'est Eugène IV puis Nicolas V qui sont des papes humanistes avant tout. Martin V, déjà, il l'est. Et même les papes de la fin du schisme, il y a une historienne qui a bossé là-dessus. Donc, il comprend le potentiel de ce mouvement. Il les fait entrer à la curie. Ils sont ses secrétaires, donc ils écrivent sa correspondance, ce qui est un poste très important. Et enfin, un programme de réforme pour l'Église. Il y a quand même un vrai programme de réforme. Il utilise les nouveautés de l'époque, pour ainsi dire, ce qui est à la mode. Par exemple, la prédication Bernardin de Sienne. C'est sous Martin V. On en a parlé il n'y a pas longtemps dans un hors-série de Superjoute Royale de Bernardin de Sienne.
Ah bah c'est le prédicateur rockstar de l'époque, il attire du genre 20 000, 25 000 personnes à chaque prêche. Hein. Et c'est pas une vue de l'esprit, c'est 20-25 000 personnes. Hein. Vraiment, hein. C'était le Johnny Hallyday de l'époque. Quoi. Ah mais oui. Mais vraiment. Et donc voilà, Martin V, c'est aussi l'héritage qu'on a gardé de lui, c'est-à-dire un programme vraiment qu'il a lancé sur la réforme de l'Église et qui va être prolongé après. Avant de finir, j'avais des petites questions sur comment se déroulent toutes Volontiers. tes recherches, parce que là, tu nous as déroulé effectivement, mais c'est incroyable. On aurait pu faire encore plus de questions. Mais raconte-nous un petit peu comment se déroulent tes recherches, Vincent. Alors imaginez un peu ce que je suis obligé de faire, quand même je souffre. Je suis obligé de faire des séjours réguliers à Rome. Vous vous rendez compte ? Le pauvre. C'est dur, hein. Non, c'est dur, franchement. Tu as pu être à l'école française de Rome Oui, ou pas ? j'ai fait même des bourses et j'y retourne même en juin. On peut faire 3 bourses en tant que doctorant à l'école française de Rome. Mon sujet, de toute façon, il est romain, il est Vatican. Je sens que je vais vous donner tous envie, je vais le faire exprès. Mais je suis surtout aux archives apostoliques, c'est-à-dire aux archives secrètes, concrètement. Plus la bibliothèque Vaticane pour un registre de bref qui aurait dû normalement se trouver aux archives apostoliques, mais enfin, bref, c'est atterri là. Et comment ça se passe du coup dans les archives italiennes ? Est-ce que tu es bien reçu ? Très bien, très bien. Il faut le souligner, on est vraiment très bien accueillis. Ils sont très contents qu'on travaille sur la papauté. Alors évidemment, tout n'est pas numérisé. Quand on a un registre sur papier, il faut quand même attendre 25 minutes. Mais bon, je veux dire, avec tous les kilomètres de rayonnage qu'ils ont, c'est pas surprenant. Oui, en vrai, je trouve ça pas très long, 25 minutes. Hein. Quand on voit en France, parfois avec la BNF aujourd'hui, il y a des conditions d'obtention de manuscrits où c'est parfois beaucoup plus long. Je reformule. L'expression est un peu malheureuse. Je dirais surtout qu'en fait, il faut organiser son temps. Parce qu'après midi, on ne peut plus demander de nouveaux documents. Donc si on a fini un document juste avant midi, il faut se dépêcher tout de suite d'en demander un autre parce qu'après midi, il n'en donne plus. On ne peut plus faire de requêtes. Donc il faut juste maîtriser ça là-dessus. Mais bon, voilà, beaucoup de travail de transcription parce que c'est du latin médiéval, donc du latin de cuisine. Hein. Le latin de Cicéron, de César, vous laissez tomber. Hein. Proust, à côté de ça, il écrit des phrases non verbales. Hein. Ah non, mais je vous jure, hein, vraiment, c'est très long. C'est mal écrit en plus. Là, vous voyez, l'écriture, c'est bon. De notaire médecin, c'est ça ? Un peu, ouais. Parfois, c'est ça. Poggio Bracciolini, par exemple, celui qui va devenir chancelier de Florence, honnêtement, je le bénis, celui-là. Hein. Il écrit, mais comme un goret, quoi. Mais sérieux. Comment il a pu devenir chancelier de Florence, ce mec, je me le demande encore. Hein. C'était le neveu d'un pape, peut-être ? Ah putain, ça, c'est une hypothèse, ça. Ah, ça, je vais creuser, ça. Ah, je vais creuser, j'avais pas pensé à celle-là. Tiens. Mais est-ce que tu as quand même des bonnes surprises pendant tes recherches ? Ah, de très bonnes. Alors, je peux en citer, j'aurai le temps d'une peut-être. Un cahier de collecteur pontifical, c'est-à-dire les types qui sont les percepteurs des impôts, mais au niveau local. Donc, quand ça se passe mal, c'est eux qui prennent. Il a fait un vrai journal de bord dans son cahier, c'est-à-dire qu'il raconte par où il est passé. Il raconte qu'à un moment donné, il est tombé sur des brigands qui l'ont arrêté avec toute son escorte. Il a perdu tous ses chevaux, plus 200 florins qu'il transportait avec lui. Donc il a dû remuer ciel et terre, appeler le camérier, appeler un cardinal qui était son protecteur pour essayer de récupérer l'argent. Vous vous doutez bien, c'est raté, hein, il l'a pas récupéré. En plus, il y a toutes les obligations des prélats de sa province. C'est le collecteur de Narbonne, un type qui s'appelle Géraud Cornavin. Mais c'est quoi le rapport avec Martin V ? Ah bah le rapport, c'est qu'on comprend très bien dans le cahier du collecteur que la reconstruction est affaire de temps long et de négociation. Parce que entre les prélats qui sont décédés et qui donc ne peuvent pas verser, entre les prélats qui disent « Ah mais non, ce bénéfice, je ne l'ai pas, je ne le possède pas, il n'est pas à moi », entre ceux qui disent « J'ai un exemple comme ça, j'ai échangé mon bénéfice avec un autre, donc comme le prescrit le concile de Constance, je n'ai pas à verser d'argent. » Et c'est vrai, en plus, le pire, c'est qu'il a raison. Enfin bref, on a vraiment toutes les raisons pour lesquelles il ne verse pas ou ne verse que partiellement. Et ça, c'est très rare. Parce donc que ça les te permet grands livres d'étudier en fait comment se reconstruit la papauté. Exactement, tu vas au ras super du loin sol. dans tes recherches alors. Sur certains aspects, celui-là était vraiment une très belle surprise. Il y a des aspects que je creuse, des aspects sur lesquels je serais par exemple obligé de passer très vite. Les nominations aux bénéfices ecclésiastiques dans toute la chrétienté, il faudrait regarder les registres de suppliques, il y en a 160 sous Martin V. C'est impossible. Et tu es déjà en 3e année, tu as déjà écrit 400 pages, donc... Il y a des choses qui vont sauter, forcément. Bon, juste avant de finir, est-ce que tu aurais peut-être un conseil de lecture pour des personnes qui nous écoutent et qui voudraient mieux comprendre, encore mieux, cette période ? Est-ce que tu as peut-être un conseil d'ouvrage accessible et grand public ? Sur Martin V spécifiquement ? Sur le contexte ? Alors, sur Martin V spécifiquement, non. Désolé. Ça n'existe pas encore. La biographie reste à écrire. Ah ah ! Si les éditeurs qui nous écoutent sont intéressés. Mais par contre, si vous voulez bien connaître la papauté, le fonctionnement de la cour pontificale, de manière très vivante, foncez, le pape de l'histoire des papes, c'est Agostino Paravicini Bagliani. Alors c'est un Italien, mais qui parle un excellent français, puisqu'il a été prof à Lausanne pendant longtemps. C'est le maître de recherche d'Hilaria Taddei, aussi. Donc c'est ton grand-père de recherche ?
pour ainsi dire. Ça, c'est bon, passionnant. j'espère Les pouvoir dynasties de chercheurs, il y a un vrai truc à faire. J'espère pouvoir à un moment donné le rencontrer, échanger un peu avec lui, parce qu'il a beaucoup renouvelé l'approche de l'histoire de la papauté. Allez voir La Cour des papes au XIIIe siècle. Ça existe en français, c'est hyper clair, vous comprendrez tout au fonctionnement de la cour pontificale, c'est brillant franchement. Sur la papauté d'Avignon, vous avez un bouquin de Bernard Guillemin qui s'appelle La Cour pontificale d'Avignon, étude d'une société. Là aussi, c'est remarquablement clair. Ça date de 1962, mais c'est extrêmement clair. La grande spécialiste, c'est Hélène Millet. Hélène Millet, vous avez un petit article aussi en ligne où elle résume en 15 pages le grand schisme d'Occident. C'est vachement pratique. Bon, je mettrai tout ça en tout cas sur le site passionmédiéviste.fr. Comme d'habitude, il y a des références de lecture si vous voulez en savoir plus. Dernière question, pour finir Vincent. À ton avis, est-ce qu'il y a des sujets liés à la papauté du XVe siècle qui mériteraient d'être plus étudiés, peut-être par de futurs chercheurs ou chercheuses qui nous écoutent ? Je serais tenté de dire surtout, la papauté de la première moitié du XVe dans son ensemble, les 3 pontificats, Martin V, Eugène IV, Nicolas V. Parce qu'on a souvent, d'un côté, la papauté d'Avignon, qui phagocyte tout, de l'autre, les grands papes style Jules II, vous savez, celui qui préférait se faire représenter avec une épée qu'avec un livre, et qui soutenait Michel-Ange en même temps. Mais les papes du début du XVe, de la première moitié, ces 3 papes-là, on les connaît très peu, alors qu'en fait, ils sont déterminants. Ils ont été confrontés en plus aux mêmes problématiques, c'est-à-dire les relations avec le concile et les idées conciliaires, la relance de la croisade et de l'union avec l'église byzantine, il y a ça aussi, mine de rien, que Eugène IV continue par rapport à Martin V. Donc je dirais que ces problématiques-là, elles durent sur toute la première moitié du XVe, et même au-delà. Et donc ces 3 papes, vraiment, qui sont tous les 3 d'ailleurs les derniers à avoir porté leur nom. Il n'y a jamais eu d'Eugène V ni de Nicolas VI. C'est assez amusant. Mais je pense que vraiment cette papauté-là, de la première moitié du XVe, elle mérite vraiment d'être étudiée plus généralement parce que ces papes sont assez peu connus par rapport à d'autres. Je pense que tu nous as bien donné envie, donc c'est envoyé. Désormais, chers auditeurs et auditrices, vous savez qui était Martin V. Vous savez un peu plus peut-être de choses sur le grand schisme d'Occident, sur la papauté, tout ça. Donc merci énormément Vincent Allot, mais c'était passionnant, donc bonne continuation pour ta thèse dans toutes les archives de Rome, mon merci pauvre. Merci à toi Fanny et merci à vous tous, merci franchement. Je remercie énormément donc les doctorants de l'Université de Grenoble pour m'avoir invité aujourd'hui pour avoir organisé tout cet enregistrement. Je remercie bien sûr le café de la table ronde pour nous avoir accueillis aujourd'hui. Auditeurs, auditrices, si les sujets liés à la religion au Moyen-Âge vous intéressent, alors je vous conseille de jeter une oreille à d'autres de mes épisodes. Donc il y a l'épisode 92 sur la croisade contre les Albigeois, le Hors les murs, donc numéro 5, j'en ai parlé sur le Palais des Papes à Avignon, il y a les Superjoutes royales, j'avais fait un épisode aussi sur les chanoines de Bretagne, allez voir tout ça. Je tiens à remercier bien sûr les personnes qui étaient là aujourd'hui, le public en folie qui était là, vous pouvez vraiment l'applaudir. Je tiens à remercier les personnes qui soutiennent financièrement ce podcast. Je mettrai sûrement en post-générique les remerciements parce que là du coup ça va faire bizarre parce que du coup ce sera les remerciements des gens qui ont soutenu en novembre 2024. Autant vous dire qu'on enregistre bien avant donc je sais pas encore. Donc vraiment je tiens à les remercier parce que c'est grâce à eux que ce podcast permet de se développer autant. Vraiment merci énormément. Et dans le prochain épisode de Passion médiéviste, on va rester à Grenoble, oui, mais on va rester aussi en Italie, mais on va parler d'un sujet assez différent. Nous allons nous plonger dans les textes et dans la terre, si je puis dire. On parlera des traités d'agriculture à la fin du Moyen-Âge. Salut! Et heureux, comme on dit, oui. Et comme j'ai dit, je voulais remercier aussi des personnes qui ont soutenu Passion médiéviste. Déjà, pour commencer, merci énormément à Ivana, Nathalie et Clémentine qui ont fait faut le dire, des très gros dons ce mois-ci. Vraiment, merci beaucoup. Ça me fait très, très, très chaud au cœur. Mais je tiens aussi à remercier d'autres personnes. Je tiens à remercier Thibaut Dubuisson, Loïc, Zoé, Yann, Dolores, Benjamin, Bernard, Franck, Régis, Nelly et Laure de Sivers qui se reconnaîtra. Vraiment, merci beaucoup. Vos soutiens tous les mois ou même ponctuels m'aident beaucoup à un peu présager l'avenir de Passion médiéviste et le quotidien.
Parce que même si, comme vous l'avez entendu au début de l'épisode, il y a du sponsor, vraiment, j'ai fait 5 sponsors, je crois, en 7 ans. Donc, c'est important pour moi de ne pas dépendre que de ça. Et vraiment, pour moi, de dépendre des auditeurs, c'est ce que je trouve le plus sain. Parce que c'est pour vous que je fais ce podcast. Encore merci énormément. Et encore une fois, à bientôt pour un prochain épisode. Salut, ciao, ciao, Pow. Au revoir. Et c'est pas le cas pour tout le monde, donc vraiment, effectivement, on peut la remercier. Alors, on va parler en détail de la vie de Martin V, mais déjà, avant de raconter son parcours et tout ça, on va ne pas s'étouffer. Enfin, pareil, tu vois, imitation... Imitation, réflexe pavlovien, je sais pas, mais... Bon, allez. Et... Eugène IV, ce qu'il faut Attends, retenir... on n'a pas le temps de parler d'Eugène IV. Ok. Là, parce non, que... mais... On est déjà à 50 minutes de podcast, il me reste encore plein de questions. Donc... Maintenant, faut arrêter ce podcast. Ça y est, c'est fini. Qu'est-ce que vous faites encore ?